Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal. Tout d'abord, les titres. Bientôt, le Niger sera doté d'un document national de lutte contre la corruption. Il a été soumis ce matin aux participants d'un forum national pour validation. La lutte contre les IST-VIH-Sida au Niger, les structures sanitaires et les partenaires se mobilisent pour atteindre l'objectif. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de ce lundi 15 juin 2015. Et pour débuter, nous recevons sur ce plateau un invité. Il s'agit du coordonnateur de la coalition nationale des organisations nigériennes des droits de l'enfant, CONID Niger, M. Sidikou Moussa. Sidikou, bonsoir. Bonsoir. À tout à l'heure. Merci. Cela dit, présentation ce lundi d'un trafiquant de drogue de nationalité étrangère qui portait 1241 donc un gramme de cocaïne d'une valeur de plus de 297 millions de francs CFA. C'est l'Office national de répression du trafic illicite des stupéfiants de la police nationale qui a servi de cadre pour cette cérémonie de présentation qui s'est déroulée en présence de nos reporters Michel Djedji et Nasser Seydou. C'est au remplissage de la fiche de débarquement que les agents de la police ont constaté le caractère suspect que présentait l'intéressé. On a voulu le faire passer, le test urinaire, pour savoir s'il n'avait pas dans son corps de la drogue. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les mules qui transportaient de la drogue dans leur corps. Donc de là, il a refusé le test urinaire. Et là, cela a encore renforcé nos soupçons. Et on l'a amené au niveau de l'hôpital national de Niamey pour le faire passer un scanner. C'est à la suite de ce scanner qu'on a découvert qu'il avait dans son corps des boulettes d'une substance étrangère. Et là, sur les conseils du médecin, on nous a prescrit des produits que l'intéressé a pris. Et ce qui a permis de faire sortir ces boulettes que vous avez devant vous. Il s'agit de 70 boulettes dont les poids varient entre 17, 18 et 19 grammes. Donc le poids total, ça fait 1241 grammes, ce qui fait 1 kg 241 qu'un individu avait dans son corps. Des boulettes qui, après analyse, contiennent de la cocaïne pure, impropre à la consommation. C'est une seule boulette et arrivait à exploser ou à se fondre et il mourait sur le coup. Donc la valeur de ce produit saisi, parce que ça c'est le pur. Le pur que nous avons estimé un peu le gramme à 60 000, ce qui fait 74 millions et quelques. Alors qu'on ne pouvait pas prendre ça pur, on est obligé de mélanger ça avec d'autres produits. Et mélanger, des fois les gens mélangent ça 4, 5, 6, 7, jusqu'à 10 fois. Et multiplier 74 millions et quelques par 4 par exemple. Voilà, nous avons multiplié et nous avons vu que ça faisait à peu près 297 840 000 francs CFA. Donc le monsieur, quand il a quitté, en fait, il faut savoir l'itinéraire même a attiré notre attention. Il a quitté Abuja pour Nairobi via Addis et de Nairobi à Addis, Niamey. Parce qu'ils n'ont pas suffisamment de temps pour faire suffisamment d'escale. Parce qu'il avait un corps étranger qui peut à tout moment se dissoudre dans le corps. Selon le coordinateur de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, cette dissimulation de drogue n'est pas la première du genre détectée à l'aéroport de Niamey. Un phénomène qui appelle les forces de défense et de sécurité à une vigilance accrue. Coup de chapeau donc à la police nationale. Restons dans les locaux de la police nationale pour signaler cette formation ce matin à l'école nationale de la police qui a servi de cadre pour un atelier de formation. Donc ce matin, l'atelier qui réunit les participants venus de certaines régions du Niger porte sur les violences basées sur les genres. Renforcer la capacité des agents de police sur la protection des femmes et des mineurs,
C'est le but de cet atelier qui porte sur les violences basées sur le genre. Occasion pour le représentant de SOS Femmes et Enfants Victimes de violences familiales de rappeler aux participants l'importance de cette session de formation. Problème grave. La violence basée sur le genre n'est ni une affaire privée, ni un élément normal de la vie en société. Bien au contraire, la violence est un problème de santé publique majeur. En effet, chaque année dans le monde, des millions de personnes meurent des suites d'actes de violence. Au Niger, ce phénomène, compte tenu de son ampleur, demeure un obstacle important à l'épanouissement de la femme en tant qu'être humain et agent de développement et constitue un déni de ses droits humains fondamentaux. C'est fort de ce constat que l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de violences familiales et l'UNFPA ont fait du renforcement des capacités un axe prioritaire des acteurs impliqués dans la gestion et la prise en charge des victimes de violences. Cet atelier nous donne l'occasion de partager nos expériences en termes de prévention et de gestion et créer ainsi une synergie d'action gage de résultats probants. Pour le directeur adjoint de la sécurité publique, la protection et la promotion des droits de l'homme sont un souci permanent des autorités. Les femmes constituent avec les enfants les groupes les plus vulnérables de notre population. À ce titre, une attention toute particulière doit leur être accordée. Cela traduit la volonté des plus hautes autorités dans la mise en œuvre des instruments internationaux ratifiés par le Niger, au nombre desquels nous pouvons citer la Convention sur les droits politiques des femmes de 1952, la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. Malgré ce dispositif juridique, les femmes continuent à être victimes de violations de leurs droits, notamment victimes de violences, d'abus, d'exploitation et de discrimination. Cet atelier de 2 jours va permettre aux participants de prendre en compte les droits des femmes dans l'exercice de leurs fonctions et de leur apporter la protection nécessaire face aux multiples violations de droits dont elles sont l'objet. Je l'annonçais en début de ce journal, nous recevons sur ce plateau le coordinateur national de la coordination des ONG nigériennes de droits de l'homme, CONID Niger, M. Sidikou Moussa. Sidikou, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Demain, 16 juin 2015, sera célébrée la journée africaine donc la journée de l'enfant africain. Et pourquoi une telle journée pour l'enfant africain? Merci bien. Je pense que avant de répondre à votre question, vous me permettez en tout cas de remercier le groupe Labari pour cette heureuse opportunité en tout cas qu'il nous offre de pouvoir nous exprimer au nom des enfants qui sont très malheureusement la voix des sans-voix. Ceci étant, pourquoi une journée le 16 juin? Cela juste pour commémorer les événements tragiques survenus donc à Soweto en Afrique du Sud au moment donc de l'apartheid. Et c'était un 16 juin 1976 quand des jeunes et des enfants avaient manifesté leur mécontentement face au régime de l'apartheid en lien avec donc le système éducatif qui était un système discriminatoire. Et en lieu et place d'accueillir favorablement donc leur doléance, malheureusement les fonctionnaires de police ont ouvert le feu sur ces enfants-là, les jeunes, et plusieurs dizaines sont tombés donc sous les balles. Voilà pourquoi à l'époque l'organisation de l'unité africaine, aujourd'hui donc Union africaine, avait décidé donc de se rappeler de ces événements douloureux en consacrant donc la journée du 16 juin comme journée commémorative de ces massacres-là, mais également de pouvoir donc à travers la Charte africaine sur les droits et les bien-être de l'enfant, pouvoir donc interpeller les États pour faire la situation de l'état de la mise en œuvre des dispositions de la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant. Et depuis 1991, chaque année,
il y a un thème spécifique qui est donc dédié à cette journée à l'échelle des 54 pays de notre continent. Et donc, quel est le thème retenu cette année et quel est le choix donc, les raisons de ce choix? Alors, les raisons sont toutes simples. Je rappelle ici que la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant a été adoptée en Éthiopie à Addis Abeba en juillet 1990 par la conférence des chefs d'État. Et aujourd'hui, cette charte a 25 ans, c'est quand même un âge de maturité et également un âge, en tout cas, de responsabilité. Voilà pourquoi cette année, le thème a été dédié sous l'angle 25 ans après l'adoption de la charte. Accélérons la lutte pour éliminer les pratiques sociales et culturelles, notamment celles liées au mariage des enfants. Malheureusement, c'est une problématique aujourd'hui qui met en cause pratiquement 15 millions d'enfants à travers le monde, et pratiquement toutes les 2 secondes, dans les 4 coins du monde, un enfant est donné donc en mariage. Et vous n'êtes pas sans savoir également les conséquences de tels actes qui, très malheureusement, souvent, sont vus sous l'angle religieux, mais qui, normalement, est une simple pratique sociale et culturelle qui affecte malheureusement la vie, la survie et même l'intérêt supérieur, pour dire en matière de droits humains, la dignité humaine. Monsieur le coordonnateur, comment se présente aujourd'hui la situation des droits de l'enfant au Niger? Alors, c'est une situation, quand on regarde l'angle mariage des enfants, qui est quand même assez préoccupante. Préoccupante parce que notre pays, très malheureusement, occupe un rang, j'allais dire, peu enviable. Sur les 20 pays au monde qui ont les plus forts taux, les 15 sont en Afrique. Et sur les 15 qui sont en Afrique, c'est malheureusement le Niger qui a la tête de peloton, avec un pourcentage de l'ordre de 75% d'enfants qui se marient pratiquement. Et cela, je pense que doit interpeller l'ensemble de la communauté, à commencer d'abord par vous qui êtes les médias, pour que vous puissiez participer à l'éveil des consciences, mais également dénoncer certaines dérives, parce que, pour rappel, notre pays a souverainement ratifié la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant, et dans son préambule déjà, à l'alinéa 3, il est dit que les États doivent décourager toutes les pratiques et coutumes qui sont néfastes aux enfants. Mais l'autre chose, c'est que l'article 14 de la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant exprime clairement que le mariage des enfants est une violation flagrante des droits humains qui porte malheureusement atteinte à l'intégrité physique, mentale et psychique des enfants. Et tous les États, notamment notre pays, a le devoir d'œuvrer à ce qu'effectivement les enfants soient protégés contre ces pratiques-là. Malheureusement, beaucoup d'efforts en tout cas restent à faire, et nous osons espérer qu'à travers le lancement de la campagne ici au Niger, qu'un plan d'action va être effectivement développé et que les autorités vont prendre leurs responsabilités à 2 mains afin d'épargner en tout cas à cette frange vulnérable de notre population, en tout cas des souffrances qui sont inutiles. Aujourd'hui, si vous pouvez peut-être vous rapprocher des services de santé, ils vous diront certainement le coût de la prise en charge des filles victimes de fistules. Mais également de l'autre côté, vous avez des impacts, c'est sur le développement même économique du pays. Le Niger a plus de 50% de la population qui a moins de 18 ans. Et plus de 50% est composé de femmes et de jeunes filles. Cela est inadmissible aujourd'hui qu'en matière de développement, on puisse en tout cas oublier cette frange-là et penser que notre pays allait sortir en tout cas du sous-développement. Je pense que c'est une situation, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est préoccupante et qui nécessite véritablement des actions urgentes à court et moyen terme. Le temps de revenir avec vous, monsieur le coordonnateur, signalons cette cérémonie ce matin d'ouverture au palais du congrès de Niamey d'un forum national
de validation du document de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Un document attendu impatiemment par le gouvernement du Niger afin de lutter contre la corruption. C'est le Premier ministre Brigitte Rafini qui a présidé la cérémonie d'ouverture, comme nous le précisent ici Abdourazak Idrissa et Ibrahim Abdou. Élaborée dans une démarche participative, la stratégie qui sera validée au cours de ce forum repose sur 3 grands axes principaux. Essentiellement sur la prévention, également sur la détection et la répression, mais également sur la coopération régionale et internationale sur la base sans lesquelles cette lutte ne peut prospérer. En ce qui concerne la prévention, c'est d'abord des politiques anticorruption qui vont être mises en avant. Sur la répression, le processus de répression va être revu également et enrichi. Et enfin, en ce qui concerne la coopération, non seulement il y a la coopération dans la prévention, mais également la coopération dans la détection de l'infraction et également dans le recouvrement d'avoirs. C'est donc un document enrichi et éminemment important que le gouvernement nigérien attend de ces 3 jours d'échange que va durer le forum. Pour le gouvernement du Niger, c'est un forum sur lequel nous avons beaucoup d'attentes. Parce que la stratégie nationale de lutte contre la corruption, ça fait des années qu'on en parle et voilà qu'elle se concrétise. Donc on aura bientôt un outil extrêmement important. Une fois validé ici, il sera adopté par le gouvernement et mis en œuvre. Parce que comme vous le savez, la corruption chez les politiciens, chez vous, les gens de la presse, chez vous, les gens des autres composantes de la nation, tout le monde est atteint malheureusement. C'est un fléau qu'il faut combattre. Partie prenante dans l'élaboration du document de stratégie, le réseau des parlementaires contre la corruption et les infractions assimilées se réjouit aussi de voir le processus arriver à ce niveau. Je suis en tant que président du réseau et beaucoup d'autres parlementaires, on a été associés au lancement du réseau, à l'élaboration de la stratégie, à l'atelier d'enrichissement de la stratégie. Et aujourd'hui, c'est une fierté pour nous que nous soyons là en train de vouloir valider le réseau et la stratégie. Et je pense pertinemment que les actions qui sont contenues dans cette stratégie que j'ai parcourue, que je connais, sont des actions qui doivent être mises en œuvre de façon rigoureuse. Et c'est sûr que les résultats vont être au bout du travail. Pour les partenaires nigériens engagés dans la lutte contre la corruption, une stratégie est peut-être la bienvenue, mais l'on pourrait faire mieux. J'encourage le gouvernement et l'Assemblée nationale à promouvoir l'adoption rapide du projet de loi portant création d'une agence indépendante de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, répondant aux normes internationales en la matière. Le forum regroupe des participants venus des différentes couches socio-professionnelles de notre pays qui vont se pencher sur les 3 jours sur le document soumis à leur appréciation. Une journée porte ouverte ce lundi à l'Office national des produits pharmaceutiques et chimiques ONPPC. Objectif, faire connaître davantage l'Office après 53 ans d'existence. Sissé Ali Ibrahim et Halidou Brema pour le reportage. L'Office national des produits pharmaceutiques ONPPC a été créé en 1962 et depuis lors l'Office n'a cessé de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations en les approvisionnant en médicaments. Aussi, pour se faire connaître davantage du public, l'ONPPC a organisé aujourd'hui une journée porte ouverte dont le président du conseil d'administration précise les objectifs. Comme vous le savez, cette cérémonie est une occasion solennelle pour présenter le rôle de l'ONPPC dans la mise en œuvre des stratégies de la politique sectorielle en matière de santé. En effet, depuis sa restructuration en 1999, est devenue tout simplement une centrale d'approvisionnement et de distribution des produits pharmaceutiques. L'Office mène ses activités à travers son réseau composé des magasins centrales, de 3 dépôts de zone et de 44 pharmacies populaires réparties sur l'ensemble du territoire national. Cela permet à la population d'accéder aux médicaments à moindre coût, conformément à la politique prônée par les plus hautes autorités de notre pays
Prenant part à la manifestation, le ministre de la Santé publique a relevé le rôle important que joue l'ONPPC dans la vision du plan de développement sanitaire. Ainsi, l'axe stratégique 4 du PDS met en exergue la disponibilité permanente des médicaments, vaccins, consommables, intrants alimentaires et thérapeutiques, réactifs, sang et dérivés. Dans cette optique, il est opportun de mettre en place un secteur pharmaceutique qui aura pour mission principale l'importation et la distribution dans le respect des normes de qualité prescrites par la législation des médicaments essentiels génériques, des spécialités pharmaceutiques, des dispositifs médicaux essentiels, du matériel médico-chirurgical au profit de nos formations sanitaires publiques et privées pour en faciliter une meilleure accessibilité à tous. Par la suite, le ministre de la Santé publique visita les différents magasins de stockage de médicaments de l'Office afin de se rendre compte de leurs conditions de conservation. Il est à noter que des jeux permettant de gagner des cadeaux ont été organisés à l'endroit du public venu à cette occasion. La lutte contre les IST-VIH-Sida au centre d'un atelier d'orientation de la composante prévention de la deuxième phase du deuxième projet d'appui à la lutte contre les IST-VIH-Sida. L'atelier est organisé par la coordination régionale intersectorielle de lutte contre les IST-VIH-Sida. Le compte rendu avec Nafissa Adamou et Ibrahim Abdou. Comment éliminer, voire éradiquer le VIH-Sida d'ici 2030? C'est à cette question que vont tenter de répondre les participants à cet atelier d'orientation de la composante prévention qui constitue la deuxième phase du projet d'appui à la lutte contre les IST-VIH-Sida, un projet financé par la Banque mondiale. Le Niger, à l'instar également des autres pays, a adhéré et a signé à plusieurs engagements, parmi lesquels ONGAS, que vous connaissez bien, les engagements de 2001, les OMD, les 3.0. Et le Niger compte bientôt aller vers les 3.90, tels que prônés par l'ONU-SIDA, pour aller vers une accélération de la riposte. Concernant les OMD, et comme vous le savez également, le Niger a pu atteindre les objectifs et a même inversé les tendances parce que la séroprévalence est passée de 0,8 à 0,4%. Nous doublons actuellement les énergies pour aller vers les 3.0 et mieux aller vers la disparition du sida à l'horizon 2030. La ville de Niamey enregistre le taux le plus élevé de prévalence du VIH-Sida avec un pourcentage de 1,1% selon E2SN 2012. Il est donc important d'engager des démarches de la riposte à cette pandémie afin de réduire les nouvelles infections, dira le SG du gouvernorat de Niamey. Comme vous le savez, notre pays a bénéficié d'un crédit de la Banque mondiale pour un montant de 20 millions de dollars US sur une période de 5 ans, 2011-2016, pour accompagner la mise en œuvre du plan stratégique national de lutte contre les IST-VIH-Sida. Après la revue à mi-parcours de la première phase du projet, nous voilà réunis à nouveau pour le lancement de la deuxième phase qui va sans doute nous permettre d'atteindre les objectifs du plan stratégique national, à savoir non seulement la réduction des nouvelles infections auprès des groupes à risque et vulnérables, mais également d'être au rendez-vous pour les engagements mondiaux. C'est pour cela que pendant 3 jours, nous allons nous accorder entre intervenants sur l'organisation et la répartition du travail à travers les 3 composantes du projet. Discuter des résultats attendus pour le projet en passant en revue les principaux indicateurs de performance. Discuter des mécanismes de communication entre les différentes parties prenantes, coordination, gestion, structure de mise en œuvre, partenaires financiers et techniques, structure de pilotage au niveau central et déconcentré, etc. du projet. S'accorder sur les rôles et les responsabilités des différents acteurs pour chacune des composantes. Et enfin obtenir un engagement de chaque partie prenante à la mise en œuvre du projet. Pour cette première journée, les participants ont eu droit à 2 présentations sur la situation de l'épidémie du VIH-Sida au Niger en général et à Niamey en particulier. Notons que cet atelier durera 3 jours et constituera un cadre d'échange sur les différentes stratégies de sensibilisation et d'orientation vers les services de santé.
Revenons sur ce plateau avec notre invité, Sidoukou Moussa du CONID Niger. Monsieur Sidoukou, tout à l'heure, vous présentez la situation de l'enfant ici au Niger et vous avez parlé de quelques actions à mener. Et quelles sont ces actions qu'il faut mener pour améliorer la condition de l'enfant nigérien? Alors, la première des conditions, c'est que l'État du Niger étant parti à la Charte africaine sur les droits et le bien-être de l'enfant, lui impose en tout cas une obligation d'internaliser en tout cas les dispositions donc, de la Charte africaine dans le dispositif juridique national, ce qui n'est malheureusement pas aujourd'hui effectif. Il y a également cette pluralité des sources de droit de notre pays qui fait que l'enfant n'est pas considéré comme ce garçon ou cette fille qui est compris entre 0 et moins de 18 ans. Mais de l'autre côté également, vous avez le Code civil qui a fixé l'âge du mariage pour les jeunes filles à 15 ans, ce qui est totalement contraire aux conventions et à la Charte africaine, qui normalement ont une force, en tout cas supérieure aux lois nationales. Alors, en tant qu'action, c'est d'abord de prendre en tout cas des mesures législatives pour que l'État du Niger accepte de reconnaître que l'enfant c'est celui qui a moins de 18 ans. Et de l'autre côté, quand vous regardez également le Code civil, la majorité par exemple est de 21 ans quand vous voulez par exemple exercer une activité commerciale. Toute chose qui est également contraire donc, aux dispositions de la Charte et de la Convention relative aux droits de l'enfant, la CDE. Il y a donc, comme je l'ai dit, les dispositions juridiques à prendre, législatives plutôt à prendre. Il y a également la priorité qu'il faille mettre maintenant au niveau de la scolarisation de la jeune fille, mais surtout de son maintien. L'autre aspect des actions urgentes, j'allais dire, à mener, c'est la lutte contre la pauvreté, en tout cas des communautés au niveau rural. À cela, il faut également intégrer les collectivités qui doivent également planifier dans le cadre donc, de leur plan de développement communaux, également des budgets des collectivités, une planification sensible aux droits de l'enfant. Et en plus de ce que je viens de dire, il est également urgent qu'il y ait aussi en tout cas une aide sociale à travers des filets sociaux, à travers en tout cas des projets innovants qui puissent attaquer la vulnérabilité donc, de ces jeunes filles-là. Il faudrait également que au niveau de l'environnement scolaire, les écoles soient en tout cas de violence zéro. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette violence-là et également il y a cette crainte des communautés que leurs filles, par exemple, une fois qu'elles restent longtemps dans le système éducatif, elles peuvent peut-être attraper des grossesses précoces ou indésirées. Il faudrait également qu'à ce niveau-là, des dispositions soient prises pour rassurer les parents. Et peut-être un dernier palier, c'est également mettre les enfants même au corps de la préoccupation. Il faudrait que vous, les médias, nous, la société civile, nous participons à l'éveil de ces consciences-là et nous participons à créer un cadre pour que les enfants puissent exprimer leur opinion, puissent dire à quel moment ils veulent par exemple aller dans le lien du mariage et à la limite également dire non. Parce que le mariage est quand même une institution sacrée qui est un événement de bonheur, mais malheureusement pour aujourd'hui ces filles qui sont victimes de mariage forcé, c'est une amertume qu'elles vont vivre à jamais. Et comme je l'ai dit souvent, vous allez voir certaines situations qui peuvent arriver à ces filles-là où malheureusement elles sont même rejetées par leur propre famille. Et un constat qui a été fait, en tout cas selon les scientifiques, c'est que 60% des jeunes filles qui sont données en mariage précoce, leurs enfants ont beaucoup plus en tout cas de risque de ne pas passer leur première année d'existence. Cela, à notre avis, n'est pas acceptable. Mais, pour me résumer en tout cas sur cette question, je pense que l'État du Niger se doit de voir comment sécuriser davantage les jeunes filles, mais aussi celles qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, comment pouvoir les alphabétiser, et également comment proposer aussi des alternatives en termes de formation socio-professionnelle ou d'activités génératrices de revenus qui puissent leur donner une certaine autonomie pour pouvoir en tout cas décider à quel moment elles doivent se marier et
enlever cette épine également du pied de ces parents-là qui souvent, en tout cas, croulent sous le poids de beaucoup d'enfants. Et la seule alternative, c'est donc de donner ces enfants en mariage précoce pour effectivement fuir leur responsabilité en tant que parents. Je pense que cela n'est pas acceptable. Donc, à l'occasion de cette journée demain, vous avez décidé d'organiser une conférence débat et elle va porter sur quoi? Alors, la conférence débat que nous allons organiser, qui verra certainement la participation des députés de la Commission des affaires sociales, mais également de l'ensemble de la presse nationale, des enfants, mais aussi des acteurs de la protection de l'enfant, sera en tout cas débattue autour de la problématique du mariage des enfants au Niger. S'informer et agir ensemble pour promouvoir la participation des enfants. Qu'est-ce que nous appelons s'informer et agir? Parce que nous pensons que beaucoup d'acteurs, comme par exemple les députés, ne sont pas suffisamment imprégnés de ces causes et de ces conséquences, mais également de l'ampleur. Mais surtout vous, en tant que médias, nous voulons en tout cas vous engager dans le plaidoyer pour que les médias cessent certainement, en tout cas, d'avoir chaque fois ce qu'on appelle le scoop, mais beaucoup plus une éthique par rapport au traitement des questions qui concernent donc les enfants, en respectant certains principes que nous appelons des principes fondamentaux, qui passent par la non-discrimination, le principe de la cible de développement, le principe de la participation de l'enfant, mais surtout le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant. Et je pense que toute la problématique du mariage des enfants trouve son essence à ce niveau-là. Il est clairement dit que dans toutes les décisions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient judiciaires, qu'elles soient administratives ou même d'autres budgétaires programmatiques, nous devrons mettre l'enfant au cœur de nos préoccupations. Est-ce qu'en donnant une fille de 9 ans, est-ce qu'en donnant une fille de 10 ans, est-ce que nous prenons réellement en compte son bien-être? Est-ce que quand la fille est victime de fistule obstétricale, quelle va être en tout cas notre dette vis-à-vis de cette fille, mais également vis-à-vis de Dieu? Parce que je pense que même dans la religion musulmane, le mariage, c'est en tout cas une union entre deux personnes qui acceptent de partager une vie commune. Or, à ce niveau, on dénie effectivement ce droit qui est fondamental, qui fait partie, donc, comme je le disais, des principes fondamentaux, c'est-à-dire des piliers même des droits de l'enfant, notamment la participation, c'est-à-dire cette action qui permet à l'enfant d'exprimer son point de vue dans une décision majeure qui le concerne. Et là, je pense que c'est toute la problématique et nous profitons en tout cas de votre micro pour également appeler les parents pour qu'ils puissent regarder en tout cas l'intérêt supérieur de leur enfant. Aujourd'hui, l'enfant peut-être est beaucoup plus bénéfique à la société une fois que cet enfant-là est un bras valide qui peut concourir en tout cas à booster le produit intérieur brut d'un pays. Mais malheureusement, quand ce qui devrait servir à l'éducation, qui devrait servir à la santé, va être utilisé simplement parce qu'on n'a pas pris en amont des mesures pour protéger une fille, à en tout cas impacter sur le budget national, parce que je pense que aujourd'hui, comme je le disais au début, le Centre national des fistuleuses pourra peut-être nous dire quel est son budget annuel de fonctionnement. Ce budget certainement aurait pu aujourd'hui aider à prendre en charge les enfants qui sont en situation de protection ou qui ont en tout cas un besoin de protection spéciale au niveau donc de l'IFA, ou à pouvoir en tout cas faire face à la méningite, etc. Donc je pense que c'est des choix et nous devrons nous assumer en tant que homme politique, en tant qu'acteur de la société civile, en tant que parent, en tant que religieux, en tant que leader communautaire également. Merci M. Sidikou Moussa. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national de la coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant CONIDA Niger. Et merci d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de la journée de l'enfant africain qui sera célébrée demain. Merci de rester suivre la suite de ce journal-là. Lancement ce lundi à Tillabéri des travaux de construction du backbone national en fibre optique. C'est le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique qui a officiellement donné le coup d'envoi des travaux de l'axe Niamey-Tillabéri-Ayoru frontière Mali. C'était en présence d'une forte délégation chinoise, nous rapportent nos envoyés spéciaux Souleymane Mouni Barma et Sadou Doumi.
Estimé à un coût d'investissement d'environ 49 milliards de francs CFA, le projet de construction de backbone national en fibre optique de 2275 km et des services de télécommunication est le fruit de la coopération sino-nigérienne à travers le partenariat qui lie désormais le CITCC de la République populaire de Chine et la Nigérienne de télécommunications Sonitel. Objectif, améliorer les conditions de vie des populations dans le domaine des télécommunications. 李斯福总统阁下正式访问中国，并与中国电信高层进行了会谈，达成了共识。今天的开工仪式。Aujourd'hui, la cérémonie de lancement des travaux est encore une fois témoigné la réalisation de la promesse entre les deux parties, qui va donner une promotion à la coopération stratégique dans le domaine de télécommunications et technologies informatiques. Ça va signaler un jalon important. La réalisation de ce projet, dont les travaux de construction s'achèveront dans 2 ans, hissera notre pays dans les rangs des nations à forte avancée technologique, a déclaré l'ambassadeur de la Chine au Niger. Ce projet comprend la construction de 136 sites GSM et WCDMA de 2275 km de backbone en fibre optique et de réseau ADSL de 51 000 abonnés. Une fois construit, le projet permettra au Niger de mettre fin à son histoire sans backbone en fibre optique, de promouvoir son développement des télécommunications, d'améliorer son niveau d'informatisation et de donner une forte impulsion au développement de l'économie nationale. Pour le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, cette cérémonie matérialise l'engagement des autorités de la 7e République à faire de la nationalisation de nos sociétés de télécommunications une réalité. L'engagement politique pris à Guangzhou par les plus hautes autorités du Niger et celles de la République populaire de Chine vient d'être tenu et honoré. Et notre engagement tenu à travers cette cérémonie, c'est assurément celui de la réalisation du programme de développement des infrastructures large bande retenu dans le plan du développement économique et social 2012-2015 et dans la politique sectorielle des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication adopté le 12 avril 2013 par le gouvernement de la 7e République. Aussi, cette cérémonie matérialise l'engagement des plus hautes autorités de mon pays, au premier rang desquelles son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, a accompagné la Société nigérienne des télécommunications Sonitel et la Sahélienne des communications Sahelcom dans leur renaissance technologique et économique amorcée le 5 juin 2012, date de leur nationalisation. La cérémonie s'est poursuivie par la présentation du schéma du réseau national de la fibre optique en construction. Ensuite, le ministre Abdoumani a devant les populations de Tillabéri lancé officiellement ce grand projet. Enfin, des témoignages de satisfaction ont été remis aux 2 délégations nigériennes et chinoises. Pour rassurer davantage ses clients, la société de produits Akakos a organisé ce lundi matin une visite sur ses installations. Cette jeune société met à la disposition des consommateurs nigériens des boissons gazeuses et des produits laitiers. Le résumé de cette visite avec Mahmoud Saleh et Aboubakar Souley. Faire connaître les produits Akakos, c'est l'objectif visé à travers cette visite de l'usine de production. Successivement, l'usine de production du lait Akakos et celle de l'usine de production des boissons gazeuses ont été visitées avec des explications à l'appui. Une manière de constater de visu le fonctionnement de la production. C'est pour vraiment faire connaître nos produits, notre lieu de production, et afin de gagner la confiance des consommateurs. Nous produisons différents produits, notamment l'eau de table, le jus et le yaourt. Donc, pour le jus, nous avons 15 variétés de boissons gazeuses. Et pour le yaourt, il y a différents types d'arômes. Il y a le chocolat qui vient d'être
lancés récemment, le chocolat, la pêche, bananes, goût nature et puis fraises. La différence, c'est vraiment dans la constitution. Parce que, à commencer par le lait en poudre que nous utilisons, ça vient de la Nouvelle-Zélande. C'est une île, donc vraiment c'est peu pollué et c'est un pays qui est reconnu pour la qualité des laits en poudre. Deuxièmement, c'est l'eau. L'eau que nous utilisons pour la production, elle est traitée. Elle est traitée à 3 niveaux. Donc elle subit une filtration avec les charbons, filtre à charbon, et une filtration avec des membranes à osmose inverse. Et l'eau de table, en plus de ces 2 traitements, est traitée avec de l'ozone. Donc vraiment, c'est une eau de très bonne qualité que nous utilisons pour la production. Pour être plus proche de sa clientèle, Akakos a mis sur le marché plusieurs variétés de boissons gazeuses. On n'a pas eu de grandes difficultés pour la commercialisation grâce à l'équipe dynamique, l'équipe commerciale. On a commencé au début dans la capitale de Niamey et un peu plus on a eu l'idée de rentrer en profondeur pour partir dans toutes les différentes régions du Niger. Une fois fini, maintenant, alhamdulillah. Les produits Akakos sont disponibles sur le marché à travers tout le pays, mais également dans plusieurs autres pays d'Afrique, vous pouvez trouver des produits Akakos. Le problème de l'introduction des organismes génétiquement modifiés OGM dans l'agriculture et dans l'alimentation est leur enjeu pour les pays africains. C'est le sujet développé hier au cours d'une conférence débat organisée par la Coalition pour la protection du patrimoine génétique africain COPAGEN. Le résumé de cette conférence avec Michel Djedji. Créée il y a près d'une quinzaine d'années, la COPAGEN est un mouvement ouest-africain qui couvre les pays de l'UEMOA et la Guinée-Conakry dans le cadre de la protection du patrimoine génétique africain. Une organisation qui a vu sa représentation au Niger à travers une coalition nationale grâce à l'implication de plusieurs acteurs de la société civile nigérienne, dont le président du MPCR, Nour Al-Zika, animateur de cette conférence. Vous le constatez tous, tout ce que nous sommes aujourd'hui en train de consommer, et vous voyez les problèmes que nous vivons. La plupart aujourd'hui, nous sommes malades de notre alimentation. Je ne dis pas que tout ce qui rend malade, c'est parce que c'est les produits OGM, mais c'est aussi parce que c'est des produits qui sont fabriqués où aujourd'hui, là où nous sommes, nous avons des difficultés de vérifier la conformité de ces produits aux normes acceptées dans le pays et la conformité de ces produits et au respect de certaines obligations qui sont censées être observées par rapport à la prévention sécuritaire, sanitaire des populations appelées à utiliser les produits à base d'OGM ou les produits dérivés de ces OGM. Donc, c'est pour cela que c'est une véritable source de préoccupation pour nous, en tant que défenseurs des consommateurs. Nous nous sommes préoccupés au niveau de nos organisations, au niveau régional et même au niveau mondial. Parce que l'organisation des consommateurs au niveau mondial a fait corps avec ses revendications, c'est un problème international et qui a fait que finalement, il faut, dans le combat qu'on doit mener, il faut être dans la position de nous donner les moyens qui vont nous permettre d'être informés sur ce qui se passe, sur les risques auxquels on peut être exposé par rapport aux produits qu'on nous présente. C'est pour cela que le débat a évolué de la partie agricole au niveau productif, parce que là on a bien démontré les risques sont évidents, parce que quand vous utilisez, comme je viens de le rappeler, les semences OGM, ça crée la dépendance et ça crée même la destruction de l'environnement qui conditionne l'environnement à devenir un environnement dépendant des OGM. Ce qui nous préoccupe, c'est non seulement aujourd'hui la question de la sécurité sanitaire comment on appelle ça, des populations, la sécurité sanitaire de nos animaux
encore que nos animaux et même notre environnement, le tout c'est en réalité au service de l'humain. Une conférence débat qui a permis aux participants de réfléchir sur les voies et moyens pouvant permettre de susciter une prise de conscience collective pour une meilleure préservation des droits des consommateurs en ce qui concerne la qualité des produits qui sont à leur portée. Les élèves et les enseignants du complexe scolaire Mara étaient en fête hier dimanche dans l'enceinte du dit établissement. Une fête qui marque ainsi la fin d'année scolaire. Les parents d'élèves étaient également de la partie. L'ambiance de cette fête avec nos reporters Nafisa Zakou et Aboubakar Souley. C'est par l'hymne national chanté par les élèves du jardin d'enfants qu'ont débuté les festivités entrant dans le cadre de la fête de fin d'année scolaire au complexe scolaire privé Mara. En effet, depuis sa création en 2001 jusqu'à ce jour, le CSP Mara continue à enregistrer des résultats positifs, surtout aux examens de fin d'année. Plusieurs projets afin de garantir une éducation de qualité aux élèves sont en cours. Depuis la création en tout cas de CSP Mara, nous avons eu vraiment beaucoup de succès. Pendant les 4 années de suite, on a eu 100% à l'entrée en 6e. C'est en la 5e année que le collège a été créé et en tout cas depuis on a eu au-delà de 80% de réussite à l'entrée au BEPC. Donc les progrès sont énormes. Comme vous l'avez vu, il y a eu beaucoup d'élèves qui ont au-delà de 18 de moyenne, ce qui veut dire qu'un travail a été fait en amont. Nous comptons ouvrir donc une grande salle informatique. Déjà le matériel est là et nous avons créé la section économie familiale. Donc pour les élèves filles qui obtiennent le BPC, c'est un créneau pour elles pour être professeur d'économie familiale comme leur fondatrice. Donc pendant 20 ans, plus de 20 ans, j'ai enseigné l'économie familiale à l'INGS. Donc c'est un grand plaisir pour moi d'avoir la formation en privé, c'est une première. Plusieurs activités culturelles présentées par les élèves du dit établissement ont égayé le public. Les parents d'élèves se réjouissent de l'encadrement dispensé au CSP Mara sur le plan éducatif, mais aussi sur le plan culturel. Nous remercions la fondatrice qui donne de tout son effort pour pouvoir faire en sorte que les enfants puissent s'épanouir dans un cadre. Le résultat est là. Vous avez vu, les enfants sont joyeux et sont contents d'aller en vacances. Et nous allons l'encourager parce que vous savez, les parents d'élèves, on n'a pas toujours le temps de s'occuper de l'éducation pour les enfants, mais elle le fait à notre place et nous la remercions. Le sentiment de joie qui m'anime ce soir, le fait de voir d'abord les prestations des enfants sur le plan activités culturelles, et ensuite j'étais très content surtout quand on a primé les enfants. Donc ça m'a donné un bon soulagement quand j'ai vu la moyenne des enfants qui est très élevée. Ça veut dire que vraiment au Mara, on ne dort pas. Il faut rendre à César ce qui lui appartient, dit-on. Le CSP Mara a saisi l'occasion pour récompenser les meilleurs élèves de chaque classe du primaire au collège. Une façon d'inciter les autres élèves à redoubler d'efforts. Créé en 2011, le groupement Binaba Kassinei a fêté son 4e anniversaire hier dimanche à la maison de jeunes Djadesekou qui était en effervescence. Un anniversaire commémoré dans la joie avec les autres clubs et fadas de jeunes de la capitale. Nafisa Adamou et Nasser Seydou y étaient. Voici ce qu'ils nous rapportent. C'est sous une ambiance carnavalesque que le groupement Binbaksli a soufflé ses 4 bougies. 4 ans d'existence, 4 ans d'activité au service de la population.
kuma argana o kerte aignen sen kuna nyak fo sintare fondara nornate nyak fo sintare fondomo kan ergate faade de koloba de groupe jiri ka jiri de jiro bare irga burnyete han foya igate irma charcherma fa kara irma haru salma harara han fomo ircharnya ko sine kanti donu kayenge no irga burnye ende ma ka bay kulma ganu bara kulma ma kani group bin bagsine aganda jiri tachi ora irna burnyete sor hinka jiri hinka irna te for yaringa hunkuna dezamo anniversaire on urgote bin bagsine mayo kerdan aga ngano gati sanda nyak fo sintare fondara irbore kan jarku bayammo irbore no kan bagsine chewcherse matke jinga ci bandano borewo ayga sabu iseno ayga wara irko kan kandai ne wa mayande fu banin da lafiya. Ce dimanche soir, ils étaient nombreux, les membres des clubs et FADA de la capitale, à effectuer le déplacement de la maison des jeunes Guerre Sekou pour fêter le 4e anniversaire du groupement Bin Bagsine en toute convivialité et confraternité. kun bin baksina anniversaire irwose bin baksina irwose bin kanino farha yenno zamiro wat kul irreve walemne wo kan ga ba groupe club bay de fade im tenya fo babu fo ay di ngo gamo akogate irko m konda de dina do banin da lafiya quoi ergi sabi ser ko dir mi chabe la prochaine fois. Créé le 3 mars 2011, le groupement Bin Bagsine œuvre pour la solidarité. Il compte en son sein 20 membres actifs. Au cours de cette fête, des contributions en espèces ont été apportées au groupement par les différents clubs FADA de Niamey, une façon pour eux de soutenir le club Bin Bagsine dans toutes ses activités de développement. Le village de Yorose Kwara, situé à une trentaine de kilomètres de Niamey dans la commune rurale de Namaro, a abrité dans la nuit du 14 au 15 juin un prêche autour du thème paix et tolérance religieuse. Cette rencontre entre disciples du Tijania est la 3e du genre organisée à l'approche du mois béni de Ramadan. Précision avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. C'est dans la piété et la ferveur religieuse que la communauté musulmane du village de Yorez-Kwara et celle des villages environnants se retrouvent pour magnifier cette nuit avec des invocations et lectures du Saint-Coran. Une nuit qui marque la 3e édition de cette rencontre entre disciples de la confrérie du Tidjania. Cette rencontre se situe dans le cadre des rencontres régulières que l'association fait annuellement pour attirer un peu l'attention des frères musulmans par rapport à un certain nombre de thèmes, par rapport à l'approche de ce mois béni de l'islam qui est le mois de Ramadan. Il est tout à fait indiqué que les musulmans se rencontrent et ils font des échanges pour pouvoir accueillir ce mois béni de l'islam. Plusieurs oulémas se sont illustrés avec des rappels de la tradition du prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, et les bien fondés du Tidjania. Puis ce fut au tour du docteur Aboubakar Cheikh Hassan Kochiri d'entretenir l'assistance sur le thème du jour. Surtout les thèmes du moment concernant particulièrement la sécurité et les bonnes pratiques de l'islam authentique. Une initiative qui est allouée et méritant un soutien des autorités compétentes en vue de sa pérennisation. Vivement donc la 4e édition et que le message puisse bien passer pour la paix et la tolérance religieuse au Niger. Point final de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous qui nous avez suivis et restés en compagnie du programme de la télévision La Bari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.